Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation de ce nouvel épisode Dans le garage présenté par Blue HF. Aujourd'hui, on aborde le sujet du pivot en start-up. Et pour m'épauler dans ce grand marasme de qu'est-ce que le pivot, j'ai avec moi Dominique Gagnon. Salut Dom! Salut Étienne! Merci beaucoup de te joindre. Je pense que tu as vécu quelques pivots toi-même personnellement. Effectivement, on en a fait des bons. Je pense qu'on, moins probablement que notre invité aujourd'hui, mais on a fait un grand pivot en 2020. Puis tu l'as parlé, on a la chance d'avoir avec nous Rodolphe Barrère de Potluck comme invité pour vraiment parler de ces 1001 pivots. Merci Rodolphe d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Ça faisait longtemps qu'on te voulait au podcast puis on ne trouvait pas l'angle, mais c'est grâce à Marc Flotte de Blue HF, avocat de formation, barreau 2014, associé au cabinet et spécialisé en corp startup, si je me trompe pas. Absolument. Et avocat de Potluck. C'est quand même des belles lettres de noblesse. Quand tu dis, moi, je suis l'avocat de Potluck. Ça, c'est comme, ça veut tout dire, là. C'est la seule page web que tu as besoin. Mais Blue HF a une pratique quand même très financement, start-up, démarrage, qui a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années. Absolument. Donc, on a eu l'opportunité de travailler avec Potluck au fil des ans sur leurs nombreux financements. Ça aussi, c'est une belle lettre de noblesse. Et leurs nombreux pivots. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue HF Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies. Pour tomber dans le vif du sujet avec Rodolphe de Potluck et Marc de Blue HF, en fait, qu'est-ce que le pivot? Le pivot est un concept qui est venu du livre de Lean Startup, que je pense qu'on a tous lu autour de la table ici, ou presque, de Eric Rice. C'est un concept qui avait été mis de l'avant par Toyota à la base, qui voulait dire des itérations rapides et de l'apprentissage pour être en mesure de s'adapter à son marché. Donc, le concept de pivot, en anglais, nous permet de venir s'appliquer à la startup pour dire est-ce que je suis dans le bon marché? Est-ce que je suis dans le bon écosystème pour voir mon produit évoluer? Et est-ce que je peux en fait survivre? Quand la réponse c'est non, on pivote. Il y avait une étude de Harvard Business Review qui montrait en fait en 2019 que le succès d'une startup ne dépend pas de la qualité des CV, du financement, de la technologie du produit, mais simplement le nombre de pivots qu'une compagnie fait pour atteindre la rentabilité. Et donc, Rodolphe, combien de pivots t'es rendu à ton actif? J'étais en train de compter pendant que tu faisais ton intro. Officiellement 5. 5? Ouais. C'est quand même impressionnant. La compagnie Potluck a été fondée en 2014, si je me trompe pas. C'est ça. On était à peu près dans les mêmes cohortes biogéniques Potluck. On s'est suivis. Et donc, je te regarde et je me dis, si j'avais continué et si j'avais pas vendu, peut-être que j'aurais vécu aussi 5 pivots. Est-ce que c'est un pivot, grosso modo, à tous les 2 ans? C'est ça, à peu près, ouais. Puis, donc, dans le fond, si tu avais à nous parler de l'histoire de Potluck au début, c'était quoi le premier produit, la première itération? Donc, la première itération, c'était vraiment un concept très simple. On habitait sur le plateau Montréal en tant que bonne immigré. Bon français immigré. Et on voyait des locaux vacants et on se disait, tiens, ce serait quand même intéressant que les citoyens du quartier puissent choisir les prochains commerces qui ouvrent dans les locaux vacants. Et donc, on s'installait physiquement dans les locaux vacants, et puis on interrogeait les gens, on les faisait rentrer, on leur offrait du café, et on leur posait des questions sur un iPad, en disant où est-ce que vous faites votre épicerie, quel âge vous avez, quel est votre code postal, et quel commerce vous aimeriez avoir dans ce commerce-là, dans ce local vacant-là. Et on vendait la donnée aux propriétaires immobiliers. Donc c'était vraiment le premier pivot, la première itération. Et pour ça, on a été assez connus. On faisait le tour un peu des télés, des radios et tout. C'était vraiment le concept était innovant. Voilà, le concept était innovant et le business model, en fait, il n'y en avait pas, hein, mais dans l'idée, c'était qu'on le vendait. On vendait la data aux propriétaires immobiliers, pour qu'ils puissent trouver un locataire qui reste dans la durée et qui limite le turnover, le taux de roulement dans son local commercial. C'est quand même logique, parce que c'est vrai que généralement, si la moitié du quartier dit « j'aimerais avoir tel commerce-là », je veux une boulangerie. Ça réconforte le commerce, c'est-à-dire je m'y installe, je vais avoir des clients, ils vont vouloir revenir. Je trouve le concept quand même effectivement assez intéressant au départ. Après, effectivement, il faut le rentabiliser. Je me doute que ça, c'était pas la simplicité, mais quand même l'idée intéressante de dire... puis qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de ça? C'était juste le constat d'une problématique?
fucking serrurerie. Ça fait moins de chez bruit. moi. Encore là, des machines à clé tous les matins. Voilà. Et donc là, on s'est dit, regarde, on habite au-dessus, on aurait bien aimé avoir au moins un tout petit peu un impact sur quel commerce c'est. Donc c'est vraiment parti de ça. Et voilà. Et donc peut-être pour enclencher sur ce qui a pas fonctionné, en fait, on a vraiment fait le tour des médias. Vous pouvez regarder en ligne. Là, on était connus en 2014, presque plus connus que maintenant. Et donc là, on a un proprio qui nous appelle. Je me souviens toujours de son nom. C'est mon premier client, Pierre Barsalou. Il nous appelle. Il dit oui, j'ai un local vacant, Ontario, rue Ontario et Beaubien, je crois. Est-ce que vous pouvez faire un potluck dedans? Le nom venait de là. Hein. Ouais. Et donc on s'installe, on invite tous les habitants du quartier, etc. Et puis les gens veulent un café communautaire. Et en fait, c'est ce qui a permis d'ouvrir le café Sfouf, qui existe encore aujourd'hui. Qui est un super café. Fait que le concept à la base était prometteur. Ouais, donc ça fonctionnait super bien. C'est une bonne pratique d'affaires que de faire du potluck dans les locaux vacants. Exactement. Et donc on avait payé, donc c'est comme ça qu'on s'est incorporé avec Blue HF justement. Donc le premier client il nous dit ok ça coûte combien? Et moi j'en avais aucune idée, 1000, 10 000, 100 000. Et je lui avais dit regarde 10 000 et puis il m'a fait un chèque très bien, je me souviens très bien et il m'a dit je fais le chèque à quel ordre? Et incorporer une business ça coûte 2-3 000 $? Ouais. À peu près. Un peu moins. Un peu moins. Ouais. Ouais. Bon, c'est de l'argent que j'avais. Ça dépend avec qui. Ouais, ça dépend avec qui, c'est ça. Avec nous, un peu moins. Avec Blue HF un peu moins. Mais il fallait faire une recherche de nom. Ouais. T'as quand même 2-3 trucs à faire. Ouais. Et on n'avait pas cet argent. Et en fait, donc Pierre Barsalou, que je salue toujours, écrit un chèque au nom de Potluck Inc. Mais on n'avait ni le nom, ni l'entreprise, ni le compte bancaire. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, on a assez d'argent pour payer les avocats. Le nom était mieux d'être disponible, hein, parce et le que nom sinon... était mieux d'être disponible. Ouais, exactement. Et donc c'est comme ça qu'on a créé le premier concept. Et ensuite se passe un long été douloureux où je fais le tour de la ville à Bixi et j'appelle, tu sais, tous les numéros qu'il y a sur les locaux vacants là, Les alloués, là. Ouais, les alloués là, tous les courtiers Tous les immobiliers, courtiers, etc. Je les appelle tous là. Franchement, on avait une carte imprimée de Montréal et on mettait les rues au stabilo comme ça, comme des maniaques là. Et on appelait tout le monde et il y a personne qui a acheté notre produit. Mais Non. personne. Tout le monde nous disait, regarde, si tu me trouves un locataire, je veux bien te redonner un bout de commission, mais payer 10 000 $ upfront pour potentiellement avoir de la data pour potentiellement m'aider, ça marche pas là. Mais ce que j'aime de l'histoire de Rodolphe quand même, puis que beaucoup d'entrepreneurs semblent avoir oublié, c'est l'aspect de commencer à faire des ventes très très tôt dans le processus. Parce que le nombre d'entrepreneurs qui auraient eu cette idée-là, puis qu'à la place d'aller appeler des gens dans l'immobilier, ils auraient appelé des investisseurs pour essayer de lever des fonds sur une idée uniquement. Moi, je pense que ce qui t'a permis peut-être cette fois-là de pivoter rapidement, c'est d'aller au marché pour vrai. Ça, tu vois, je vois de moins en moins d'entrepreneurs qui font ça. Des fois, ils ont une idée, on se doute que cette idée-là est pas tout à fait on point, mais ils vont prendre 1 an, 2 ans, des fois 3 ans avant de vraiment l'amener au marché, et là, peut-être réaliser ce que tu as réalisé. Fait que je pense qu'une des bonnes pratiques dans le pivot aussi, il y a personne d'autre que la personne qui vous fait un chèque qui peut vous dire s'il y a un besoin ou pas un besoin. Mais là, tu vois, dans ce cas-ci, ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre Barsalou était probablement un alien. C'était une exception à la règle qui a envoyé Rodolphe dans une direction qui était peut-être pas une vraie direction. Mais la beauté de la chose, c'est que tu t'es pas arrêté à ça, tu as continué de vouloir vendre. Et donc, après 4 mois d'été, tu te dis, bon, mais Pierre est un extraterrestre. Merci Pierre, mais il y en a pas des assez comme toi. Exactement, c'est exactement ça. En fait, on avait fait tellement de bruit dans les médias qu'on avait attrapé le seul proprio prêt à était innovant. être 10K, voilà. Puis donc, après ça, donc on était à l'été 2014, 2015. Oui, c'est ça, été 2015. Je pense qu'on a roulé là-dessus pendant 1 an. Ouais. Puis donc, on retourne sur la table à dessin. Ouais, donc là on se dit ok, donc ça fonctionne pas du tout. En fait, les locaux vacants c'est pas sexy. Tu te projettes pas, ça marche pas du tout. Et donc là we go web et donc on lance potluck.com. Et potluck.com c'était l'inverse. C'était une plateforme un peu comme c'est moins à la mode maintenant, mais Kickstarter, tu vois. Ouais. C'était tous les commerces se mettaient sur la plateforme. Donc il y a plein de commerces qui ont ouvert, c'est grâce à potluck.com, les épiceries zéro déchet locaux, voilà, il y avait plein de commerces un peu innovants et ils mettaient leur description. Et c'était la guerre des quartiers pour savoir, les gens devaient voter si le café avec les chats, ça devait ouvrir sur le plateau, dans Villeray, dans Griffintown. Ce que Chocolat Favori font encore. Je me rappelle, Chocolat Favori, dernièrement, faisait des sondages pour dire si vous nous voulez vraiment, faites du bruit. Et donc, on avait une plateforme. Et donc là, c'est un succès, j'ai envie de dire, public énorme, parce qu'on a quand même 100 000 users qui se créent. Donc, c'est quand même pas mal sur l'île de Montréal. Pour un site québécois, Ouais. francophone. Ouais, c'est 100 000 très, très bon. users en 6 mois. Et puis, les gens se créent des comptes. Et puis, donc, on leur demandait de choisir, de mettre une pin pour choisir où est-ce qu'ils voulaient que le commerce ouvre. Et après, de répondre à quelques questions basiques. Combien de fois t'irais, voilà, enfin, bref, ton âge, ton sexe, etc., etc. Donc, du market research. Donc ça marche super bien, succès commercial, mais sauf que les entrepreneurs,
c'est des gars comme nous, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'argent. Et donc, ils nous disaient, on a 30, 40, 50 000 pour lancer un commerce. On n'a aucunement 5 000 ou 10 000 à donner à une plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois faire les rénos, tu dois payer les premiers, enfin, surtout que tu parlais de commerce assez locaux, donc souvent des first-timers, des gens qui viennent de se lancer en affaires où chaque coût est important. Puis je suis d'accord que c'est ça, on va pas commencer à dépenser. Il y a le besoin, mais il y a personne qui est prêt à payer pour. Exactement. On voit ça dans le commerce de détail, on voit ça beaucoup dans le milieu de la santé. C'est triste, mais c'est comme, il y a tellement de choses à faire, mais il n'y a pas de payeur. Donc, on fait quoi dans ce temps-là? On pivote. On pivote encore. Et alors, donc, moi, ce qui est drôle, c'est que, donc, il y avait quand même pas mal de commerces sur la plateforme. Je sais pas, une cinquantaine, peut-être une centaine. Quand même. Et donc, régulièrement, je me promène dans les rues de Montréal et je me dis, mais ça me dit quelque chose, ça. Et je me souviens que c'est des commerces qui avaient fait une campagne Potluck. Et à l'époque, on disait, faites votre campagne de crowdfunding et faites votre campagne de crowdsourcing, avec Potluck. C'est très bon, ça. Et c'est quoi le modèle d'affaires à ce moment-là? Parce que tu dis qu'ils étaient pas prêts à payer 5-10 000. Ouais, on essayait de vendre un vin. On essayait de vendre un abonnement à $1,100 par mois pour les... Okay. Voilà, plus ils pouvaient acheter des boosts de marketing où on leur faisait de la pub sur Facebook, etc. En tout cas, ça a pas bien fonctionné, mais il y a un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que à l'époque, c'était l'époque des pages Facebook où il y avait, le but c'était d'avoir le plus de likes sur ta page Facebook. Là, vous vous souvenez? C'était je me rappelle, il y a des directeurs marketing qui avaient des bonifications sur le nombre de likes. On blaguait tantôt en coulisses, il y a aussi des gens qui ont acheté des gens pour liker les pages et des faux likes, mais c'est vrai que c'était la course. Moi, j'avais une agence qui s'appelait Piranha à ce moment-là. On avait des clients qui réellement, c'était je suis prêt à te payer tant d'argent pour avoir 25 000 likes sur ma page. C'était des sommes assez importantes à ce moment-là. C'était vraiment ça. Donc c'était à cette époque-là. Et on s'est quand même rendu compte que les gens qui avaient des grosses communautés, parce qu'ils avaient des grosses communautés sur Facebook, ensuite ils postaient en disant aidez-nous sur Potluck, et c'est comme ça qu'ils nous créaient des users. C'est pas moi qui allais chercher les users, c'était les pages Facebook des futurs commerces en fait. Tu vois, qui faisaient ça. Donc, pivot 2, toujours $0 de chiffre d'affaires. Donc là, on est en 2015. En 2015, on fait $50 000 de chiffre d'affaires. C'est que des bourses. Et Pierre Varsalou? Pierre Varsalou, c'est 2014. Okay. Donc là, c'est la catégorie autres revenus. Hein, ouais, voilà. Ça, donc là, on avait gagné Montréal Inc. J'avais gagné on pitchait bien. Donc j'avais gagné l'accélérateur Banque Nationale, des bourses de jeunes diplômés HEC, $50 000 de bourses, quoi. La CEDEC, à l'époque, avant que ça soit PME Montréal. Les bourses jeunes promoteurs, etc. Voilà, et donc, franchement, je suis là 10 ans plus tard, on emploie 200 personnes, donc comme quoi ça marche, tu vois. Exact. Mais bon, à l'époque, le business model fonctionnait pas très bien. Donc, troisième business model. Et là, alors ça, c'est assez drôle parce que là, c'est avant que tu te lances dans le prochain pivot, est-ce qu'il y a un moment entre associés ou avec les employés que vous vous asseyez puis vous dites ça marche pas, on pivote, ou est-ce que c'est comme toujours des itérations d'idées, on prend des cafés, on en jase? Est-ce que c'est un processus organique ou il y a à un moment donné une cassure que là on arrête? Non, alors c'est un processus, maintenant j'en discute avec le sourire et je raconte ça comme des belles années, mais c'était hyper dur. Des cicatrices derrière ça. Il y a des énormes cicatrices. Bon, déjà, à la base, on était 4 associés. Dans les pivots, on a perdu les 2 autres associés, en fait. Qu'on dit, regarde, moi, je vais pas m'épuiser à travers... Là, ça faisait déjà 2 ans sans revenus, 2 ans sans revenus, c'est long, là. C'est long. C'est long. Donc, on n'avait pas tous... Moi, j'ai eu la chance que mes parents m'ont un peu aidé, mais on vivait avec rien, là. On mangeait des ramen tous les jours. C'était quand même la catastrophe. Et donc, je comprends mes associés qui sont restés des amis. Eux, ils ont dit, regarde, ça fait 2 ans, ça fait déjà 2 business models. Le prochain, je sais pas ce que c'est, mais ça sera sans moi. Donc non, on a quand même perdu, même mon associé actuel, qui est quand même mon office wife, tu vois, avec qui je referai 10 business demain. Il y avait des journées où il arrêtait de travailler sur la business et il postulait ailleurs, là, parce que, tu sais, t'as pas d'argent, ça marche pas, tu vois. Donc voilà, donc on s'accroche au truc. Et donc le troisième business model, c'est là-dessus qu'on a levé de l'argent. Lui, il est arrivé en inbound. Donc en fait, faut imaginer, on a une plateforme avec tous les futurs commerces qui vont ouvrir et plutôt sexy, tu vois, plutôt les trucs un peu novateurs, plutôt cool, tu vois. Et là, il y a des gens qui sont qui sont des fonctionnaires qui s'appellent des commissaires au développement économique et social. OK ? Et ces gens-là sont payés par les arrondissements ou les villes pour revitaliser les artères commerciales, voilà. Donc t'en as partout, t'en as à Annecy, à Villeray, à La Chine, sur le plateau, etc. Et ces gens-là disent voilà, moi j'ai j'en sais rien, j'ai le boulevard Gouin. Le boulevard Gouin, c'est un peu ça manque de vitalité. Ça manque de vitalité commerciale. Donc là, il faut que j'amène des commerces et tout. Et donc ces gens-là, ils m'appelaient et ils me disaient Rodolphe, comment je peux faire pour amener ton super café hipster zéro déchet sur le boulevard Gouin?
Je dis, regarde, j'ai regardé les votes, le boulevard Gouin, vous êtes 74e là. Donc je dis, ça marche pas là, it defeats the purpose de toute la plateforme, donc je vais pas faire ça. Et je leur dis, par contre, si vous voulez, on peut faire des pubs sur Facebook géolocalisées pour demander aux gens du quartier ce qu'ils aimeraient avoir comme commerce. Ok ? Et donc là, je sais plus qui a été mon premier client. Fait qu'on reste dans l'essence quand même du crowdsourcing. Ouais, bien sûr. Sauf que on revient quand même un peu à la première itération d'une certaine façon. Sauf qu'on n'est pas lié à un local vacant. Ouais. Okay. Là, on fait on dresse ce qu'on appelle une zone de chalandise, donc une zone où les gens habitent, et on fait un bilan commercial de qu'est-ce que veulent les citoyens qui magasinent sur l'artère commerciale. Fleury Ouest, alors on en a fait plein, Joliette, j'en ai fait à La Malbaie, à Trois-Rivières, etc. Et donc là, on faisait des pubs sur Facebook avec le géo, je sais pas si vous avez déjà fait des pubs, mais on peut faire des geofencing. On créait un questionnaire sur Typeform, où on posait des questions. Donc là, avant c'était 4 questions. Tu veux le commerce dans ton quartier? Oui, non, sexe, machin. Et là, on commence à poser plus de questions. Comment tu te déplaces? Est-ce que tu as besoin de rack à vélo? Est-ce que tu as des enfants? Oui, non. Combien tu dépenses dans le linge pour enfants par année? On commence à faire vraiment un peu du vrai market research. Et là, je me souviens très bien alors je sais plus quel est le premier client, faudrait que je retrouve. Bref, une des villes, qui me dit, la limite pour faire un RFP là public, c'est $25 000 taxine. Combien ça coûte votre truc? Et là, je me suis dit, à mon avis, je vais pas faire le RFP, donc je mets 22 000 et quelques plus les taxes, 24 998. Et là, il signe. Donc là, 25 000, et là, ça a marché. 50% du chiffre d'affaires de pivot numéro 2. Et donc là, je crois que c'était Sud-Ouest. Tu vois, l'arrondissement du Sud-Ouest, pour le premier qui a signé. Oui, il y en avait un, il y avait des c'est peut-être pas relié parce que c'était en première itération, mais j'en avais vu beaucoup dans le Sud-Ouest. Ouais, on avait fait des bannières, affiches Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'était Benoît Doré, qui avait vu un peu de potentiel là-dedans. Et donc là, on commence à signer 25 000. Mais là, des 25 000, j'en signe la palette, là. Okay, donc, je prends ça rentre, là. Je prends ma petite voiture, je vais au conseil municipal de Laval, de Joliette, je vais à Québec, on signe la ville de Lévis, tous les quartiers, etc. Donc là, j'arrive avec mon petit accent français et je leur explique, regardez, le développement commercial de demain, il est fait en collaboration avec vos citoyens qui sont vos électeurs, vous les consultez et ensuite vous faites le développement commercial en fonction de ce dont ils ont besoin. Je pense que si tu te présentes en politique, il y a des chances que je vote pour toi juste avec ce speech-là, quand même assez fort. Et c'est ce qu'on peut dire que tu avais frappé pour la première fois, le product market fit. Ouais, exactement. Et ça, souvent, c'est ce qui va nous amener à pivoter ou pas, c'est cette recherche-là de combien de clients sont capables de payer rapidement. Et quand tu commences à ressentir ça, c'est là vraiment que tu commences à dire, OK, il y a du stagnation, il y a un intérêt des gens de payer pour ça rapidement. Je pense que souvent, ça prend plusieurs pivots. Hein. Il y a très, très peu de projets qu'au premier truc, les chèques rentrent et ça y va. La plupart du temps, t'es certain que tout le monde va s'abonner. Je vois encore, j'ai vu un pitch de start-up hier. Tu sais, le classique, on va faire 100 000 la première année, 8 millions l'année 2. C'est ce qu'on appelle le hockey stick dans le milieu. Je pense que c'est, tu sais, puis quand tu disais 2 ans, c'est long. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs que ça prend pas au minimum 2 ans avant de toucher ses premiers revenus. Et c'est là qu'on dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, parce que ça demande ce type de sacrifice-là, et cette ténacité-là qui fait de Potluck 200 personnes aujourd'hui. Fait qu'est-ce qui fait que t'as repivoté? Parce que là, t'as fini l'histoire en disant tout le monde me fait des chèques, ce qui semble un beau moment. Donc là, pourtant, il en manque 2 encore. Il en manque 2 encore, exactement. Donc là, on est une Smart City Technology. Donc là... On continue avec les buzzwords. Est-ce que tu as enregistré toutes les marques de commerce avec BlueHF? Non, mais moi, je passe mes journées à entendre des buzzwords. On présente plus des investisseurs et autant que des compagnies, puis on en entend beaucoup. Donc, continue. Donc là, on est Smart City Technology. On rejoint un incubateur spécialisé dans les Smart City Tech qui s'appelle InnoCité Montréal, qui était une sorte de dérivé de Fund Fuel, et on lève fin 2016, donc c'est là que je rencontre Marc et son équipe, on lève une première ronde de financement avec la BDC, et là on lève $800 000, donc c'est quand même pas mal, 900 000, 800 000, plus 100 000 de PME, je crois, de près de PME Montréal, donc 900 000 au total, et donc là on dit, ok, Smart City Tech, on a fait, je sais plus comment on avait fait, 30 villes au Québec, on va prendre toutes les villes du monde entier, le développement commercial de demain sera fait comme ça, blablabla. Okay. Donc là, on lève de l'argent là-dessus, 800 000, on fait rentrer des business angels, voilà. Et là, c'est là que j'attaque mon prochain pivot. Donc je me souviens que le haha moment, c'était la ville de Joliette. Okay. Donc ville de Joliette, moi j'y avais jamais foutu les pieds avant, c'est très sympa en fait. Oui. Et donc là, on avait fait un développement, on avait fait un potluck, ça s'était super bien passé. À chaque fois, moi je m'improvisais urbaniste, parce que j'ai 0 formation en urbanisme, et j'arrivais au conseil municipal et je distribuais des rapports imprimés. Okay. Le produit, c'était des pubs Facebook, un questionnaire Typeform,
un Excel, mon associé il faisait les statistiques dans Excel, et moi je faisais un joli InDesign, de 40 pages, où j'écrivais mes recommandations, alors, pour le développement, Et on donnait le rapport imprimé à tous les conseillers municipaux de toutes les villes avec lesquelles on travaillait. C'était ça notre projet. Aimé avoir ChatGPT. ChatGPT. Ça aurait changé ta vie. S'il te plaît, écris-moi le rapport pour la ville. Ça aurait été selon moi parfait. À partir du Excel, va sourcer. Et donc, pour la modique somme de 22 000 $. Voilà, 22 000 $, on faisait ça. Et donc, je me souviens très bien rappeler, je sais plus comment elle s'appelait, mais ma cliente à Joliette, elle me dit, regarde, Rodolphe, on a adoré, c'est génial, le maire, il pense que ça va l'aider pour sa réélection, blablabla. Donc, j'ai dit, ok, super. Je dis, bon, on en fait un autre. Ils disent, ah non, là, tu nous as donné assez de travail pour les 5 prochaines années. Je dis, ok. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de repeat, en fait. 0 repeat business. T'avais pas mis l'obsolescence programmée dans ton produit. Nos clients étaient super satisfaits et peut-être qu'ils écouteront cet épisode et ils pourront le confirmer ou pas, mais ils étaient super satisfaits. Mais en fait, quand tu fais un plan particulier d'urbanisme, c'est comme ça s'appelle, un PPU, là, ça dure 3, 4, 5 ans. Et donc, en fait, il fallait chercher des net new customers à chaque fois et franchement ça c'est épuisant. Le coût d'acquisition du client devenait monstrueux, c'est sûr. Et donc c'était pas, en fait on n'arrivait pas à scaler la business. C'est pas ce qu'on appelle des revenus récurrents, qui évidemment là, si vous allez en ronde de financement, s'il y a un mot que vous allez entendre sans cesse, c'est quoi tes revenus récurrents et pourquoi? C'est parce que les revenus récurrents permettent de se lever un matin et d'avoir des contrats qui roulent, qui rentrent mensuellement, annuellement, etc. Et c'est là où c'est très difficile pour les business. Parce que nous, même chose, qu'on était dans l'événementiel, à chaque année, il fallait que je cogne au festival. Puis je leur dise que j'étais meilleur que Ticketmaster, puis qu'ils signent avec moi. Des fois, on avait des contrats de 2 ans, mais souvent, il y avait de la mauvaise météo, ils ne payent pas. C'est là que tu te rends compte à quel point les business qui ont des revenus récurrents sont bien valorisés. Parce que c'est quand même basé sur une certaine sécurité. C'est-à-dire, tu commences l'année avec des revenus du repeat et c'est définitif que quand tu as des backers financiers et qu'ils se rendent compte qu'il va falloir que tu cognes sans arrêt, ça devient un issue. Ouais. Donc voilà. Donc là, on en arrive au 3e pivot, donc 4e business model. Tu me dis s'il faut que j'accélère ou que je ralentisse. On est parfait. Moi, je suis suspendu à tes lèvres. On a hâte d'avoir la fin qui a marché, là. 200 employés, on est rendu là. Donc là, on est rendu en début, mi-2017, ok? Donc là, on a levé 900 000 $, Smart City Technology, on est gradué d'Innocité Montréal, Smart City Tech, blablabla. Et donc là, on se dit, ok, ça va pas marcher. Et là, pareil, en inbound, donc de temps en temps, c'est le marché qui vient à toi. On a des centres d'achat, des centres commerciaux, qui nous appellent et qui disent « Ah, on a vu ce que vous avez fait sur les artères commerciales. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire la même chose, mais pas pour une artère commerciale, pour un centre d'achat ?» La différence entre un centre d'achat et une artère commerciale, dans les 2 cas, tu as des problèmes de stationnement, tu dois avoir un bon mix commercial, etc., etc. La seule différence, c'est que le centre d'achat est propriétaire de tous les murs versus la ville, c'est des propriétaires indépendants. Mais sinon, ça se gère à peu près de la même façon. Ouais, c'est la même chose. Et donc là, les 2 clients, Marché de l'Ouest, West Island, et Place Vio à Saint-Léonard, qui nous contactent. Donc Place Vio, c'est, je me souviens plus, mais c'est des real estate owners, développeurs. Mais je me rappelle que c'était pas glamour Place Vio il y a quelques années là. Là, t'as un Walmart, Marshalls, un Michaels. Je connais bien. Donc, et donc voilà, ils nous appellent, ils nous disent ok, est-ce que vous pouvez faire ça, mais sur nos centres commerciaux. Et nous au début, on se dit, tu sais, les gens ils participent. Parce que c'est sur Facebook, ils participent parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, c'est leur artère commerciale. Et on se dit, les gens, ils vont pas participer parce que il y a moins un attachement à un centre commercial, un centre d'achat, qu'il y a une artère. Mais ça, c'était un biais de gens du plateau, là. En fait, les gens qui magasinent dans un centre commercial à côté de chez eux, ils ont un vrai attachement au centre commercial. Ça, c'est peut-être un point important aussi à ramener aux entrepreneurs. Que souvent, on a des biais. Souvent, on a l'impression, en fonction de notre background, en fonction de dans quel milieu on est né, on va souvent se dire, ça marchera pas. Ou ça, c'est sûr que les gens le voudront pas parce que nous, on le voudrait peut-être pas. Parce que quand on est sur le plateau, on aime les commerces locaux, etc. Mais si t'en vas au 10-30, les gens, ils cherchent pas des commerces locaux. Ils veulent aller à une place, un power center et acheter. Et c'est une grosse problématique des gens qui se lancent en affaires. Souvent, ils créent la compagnie pour eux, en fonction de leurs besoins et de ce qu'ils pensent, tandis que c'est le marché qui répond à ça. Je pense que c'est là où vraiment tu vois un vrai entrepreneur qui va réussir à finir à 200 employés et tous ceux qui vont mourir durant ces années-là très, très difficiles sans pivoter. C'est aussi d'aller tester le marché. Parce que moi, ça m'est arrivé énormément souvent de me dire le marché va vouloir ça et de me tromper complètement, ou le marché ne voudra pas ça et de me tromper aussi complètement. Je suis d'accord. Et petite anecdote, c'est que dès que je
je suis souvent, je sais pas, coach ou jury dans des startup week-ends étudiants. Ils font tous des applications pour les étudiants. Ouais. Exactement. Oui, toujours. Le biais, c'est pour eux, c'est un script techno. C'est ce qu'ils vivent, ils veulent régler un problème. Exact. Et donc bref. Et là, je me souviens, on avait un truc qu'on appelait le PPP. Alors, le PPP, c'est une invention, pareil, c'est le paradis des prunes perdues. Donc, c'est quand on voulait pas faire quelque chose, on envoyait une quote, un devis super cher, en disant, ils signeront jamais, ok? Et donc, c'est ce que j'avais fait avec Placevio et Marché de l'Ouest. J'avais envoyé un truc beaucoup trop cher en me disant, ils signeront jamais. Puis là, ils rappellent, ils disent, go! Et on se dit, ok, donc là, maintenant, on va falloir le faire. Et merde. Et donc, on le fait, et on lance c'était à peu près la même formule, hein, toujours des pubs Facebook, etc. Sauf que là, on se dit, ça va être tellement chiant qu'on va mettre un lot à gagner. Donc, tu sais, participer, répondre au sondage, vous pouvez gagner $500, ok? Et on venait d'inventer un truc qui existe déjà dans le milieu des sondages. Là, tu t'avais vendu le mandat tellement cher que de mettre 500$ à la fin, c'était rentable. Ouais. Et voilà. Et donc, ça marche super bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, la beauté, c'est que, on va dire que ça appartient à Cadillac Fairview, même si je me trompe. Cadillac Fairview, ils en ont pas un des centres d'achat. Ils en ont plein. Ivanhoe et Cambridge, ils en ont plein. Et en fait, là, on s'est dit, OK, là, il y a un effet de réseau. Et la beauté, c'est aussi quand tu travailles avec des centres d'achat, tu travailles plus ou moins avec des bannières. Tu vas à Placevio, en fait, il y a un Walmart qui prend 75%. Donc, la data, elle est pertinente à 75% pour Walmart aussi. Donc là, tu parles assez vite avec le directeur du magasin de Walmart qui te dit, j'ai un autre Walmart sur lequel tu pourrais m'aider, etc. Et donc là, finalement, on a fait naturellement notre pivot business model numéro 4. Donc là, on est devenu une PropTech. C'est vraiment B2B à côté, là, rendu là. Et donc là, on devient la plateforme de référence pour ce qu'on appelle commercial real estate, donc l'immobilier commercial, ok, et le retail, donc le commerce de détail, mais version bannière. Puis est-ce qu'à chaque fois que tu pivotes, tu tues le concept précédent ou il s'aligne? Donc tu le tues. Ce qui veut dire que c'est des vrais pivots, c'est pas je rajoute un nouveau service ou je rajoute une nouvelle ligne d'affaires. C'est j'arrête de faire ce que je faisais pour faire quelque chose de nouveau. Il y a un certain overlap. Ouais, t'as toujours un overlap. Ouais. Donc il y a un moment où on faisait la Chine en même temps qu'on faisait un centre d'achat, tu vois. Mon associé, lui, il est radical, donc lui, il dit à chaque fois on coupe. Et moi, je suis quand même. C'est quoi les legacy entre les business models qu'il faut quand même s'assurer ou faire attention? C'est certain qu'il va y a des contrats signés avec les différentes villes dans le cas de votre business iteration 3. Puis dans le cas de Potluck, au moins, c'est des contrats à durée déterminée. Absolument. On livre le mandat, c'est fini, on n'a plus besoin de supporter. Exact. Donc, j'imagine qu'il y avait une période de phase-out où vous livriez les mandats qui étaient existants à ce moment-là, vous avez pris la décision de pivoter. Après, je sais pas si en termes de équipe et gens qui travaillaient sur une itération d'un business model quelconque qui a changé pour un autre. Je sais pas s'il y a eu certains changements par rapport à l'équipe nécessaire pour réaliser les différentes itérations. Surtout entre le 4 et le 5. Ouais. Ça, bon, on va se rendre là. Puis nous, on en a beaucoup parlé dernièrement entre le 4 et le 5, donc on en parlera quand on se rendra. Mais Dominique, toi, t'as vécu ça aussi pendant la pandémie. Ouais. T'as été en événementiel, on t'en a parlé souvent, t'as mis tout le monde dehors durant la pandémie. Ouais, je pense pas que je les ai mis dehors, j'avais plus la capacité de les payer. C'est ça, fait que c'est une abolition de poste. Mais il y a eu, évidemment, on a commencé par ce qu'on appelle des abolitions de postes temporaires. Parce qu'on pensait que ça allait revenir, cette histoire-là. Tu sais, au début, je me rappelle, on se disait, faut trouver un autre fournisseur que la Chine pour acheter nos bracelets. C'était ça la première itération. C'est-à-dire, la Chine est foutue, allons ailleurs. Quand on a trouvé il y a toutes sortes de business pendant très rapidement, là, on a réalisé que c'était pas juste la Chine, que la pandémie en venait, tournoi de la PGA annulé, Super Bowl annulé, Jeux olympiques pas annulés, mais avec personne, puis notre modèle d'affaires, c'était des personnes. Donc, on a commencé par des mises à pied temporaires, parce qu'on avait une équipe hallucinante, et pour devenir bon dans notre industrie, c'était 2 à 3 ans d'apprendre le knowledge. Donc, de perdre ces gens-là, c'était une phobie pour nous. Mais évidemment, le temporaire est vite venu du permanent. Ouais. Parce que très, très rapidement, quand on a compris que ça allait durer 6 mois, 8 mois, 12 mois, définitivement, ça l'a changé. Un des avantages, par contre, des mises à pied temporaires, c'est que s'il se trouve un autre emploi, t'as pas de package à donner. Donc, évidemment, on était quand même en protection de notre cash. Parce qu'on n'avait plus grand-chose à ce moment-là. Donc, il y a des stratégies aussi qui nous permettaient de dire aux gens, oui, si ça repart, je te reveux. C'était pas un mensonge, on les revoulait. Ça n'a pas reparti. La plupart sont maintenant sur la construction. Dans d'autres compagnies, la plupart des gens ont quitté le milieu d'événementiel parce que tu peux pas mettre une industrie sur pause pendant 18 à 24 mois. Les gens vont pas attendre patiemment à la maison en ne nourrissant pas leur enfant. Ils sont allés se recycler dans d'autres choses, inévitablement. Exactement. Mais l'autre défi que tu as quand même avec des revenus récurrents, alors je pense que peut-être aider Rodolphe à pivoter rapidement. Nous, on a quand même aujourd'hui des clients sur lesquels on signe des ententes de 3 à 5 ans.
Et on se fait de plus en plus même demander nos états financiers pour se demander est-ce qu'on est assez solide financièrement pour garantir qu'on va être capable de livrer sur cette durée-là. Donc moi, j'imagine aujourd'hui, si je décidais de dire j'arrête de faire des parcs d'attractions, j'ai 50 parcs d'attractions qui peuvent pas ouvrir si j'arrête. Le parc ne peut pas simplement ouvrir. Donc les engagements sur la continuité des affaires, la solidité de l'entreprise devient très, très importante. Donc dans les états financiers, il y a une note qu'on appelle note sur la continuité des affaires. Puis comme Rodolphe, nous, on brûle du cash. Ce qui veut dire qu'on est une compagnie qui perd de l'argent en ce moment. Puis ça fait partie de notre modèle d'affaires parce qu'on est aussi... Mais à chaque fois, il faut que je m'obstine un peu avec RCGT, qui sont mes comptables, pour dire non, la business n'est pas à risque. Parce que souvent, ils veulent dire il y a un risque pour la continuité des affaires. Mais ça, tu vois, pour des clients, ça pourrait être un stress supplémentaire et qu'il faut penser au niveau légal. C'est de la stratégie d'affaires. Mais c'était le livre du fondateur de HubSpot qui disait entre la phase startup et la phase scale-up, il y a un gros risque. Tu peux pivoter en startup autant de fois que tu veux, mais l'affaire scale-up coûte très, très cher. Inévitablement, les pivots sont plus faciles en début de vie d'une entreprise que... Ce qui fait aussi qu'énormément de startups tuent les géants. Parce qu'à un certain moment, tu peux plus pivoter. Beaucoup plus. Ce qu'on appelle le gros bateau, tu sais, le paquebot, c'est-à-dire souvent on dit ils sont plus capables de se virer de bord. Bien sûr, bien sûr. Et moi, ma crainte, c'est de devenir eux. Parce que plus on grandit, 200 employés, là, je me doute que demain matin, tu dis, ouais, on change de business model, changer ça, s'adapter rapidement devient de plus en plus compliqué. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les joueurs que les startups remplacent ont déjà été les startups. Ont déjà été les New Kids on the Block qui ont eux aussi tassé des gens. Et je pense que c'est même une phobie pour bien des entrepreneurs de dire à un certain moment, quand on dit à 1000 employés ou je sais plus, Lightspeed, 4000, 5000, 6000 employés, c'est pas parce que tu changes de GP à DAX que la startup va pivoter. Je peux peut-être aussi tu sais, le rattacher aussi à notre bureau d'avocat. On est un bureau plus petit, un peu ciblé droit des affaires. Ça nous permet d'être plus agile avec nos clients. On n'a pas besoin de passer par différents paliers pour changer quelque chose dans un avis juridique, par exemple. C'est là vous jouez dans les tales des gros. Exact. Justement, vous êtes capable d'aller grappiller des bons mandats. Dont l'entrepreneur comme moi va se faire chier avec le gros parce qu'à chaque fois, il me dit « Ah, il faut que je demande une recherche de conflit puis un associé. » puis Mais là, je suis curieux, Rodolphe. T'as des mandats récurrents. T'as trouvé les centres commerciaux, en fait, qui veulent la solution. Pourquoi pivoter encore une autre fois? Donc là, c'est le début des beaux jours de Potluck. Donc on est début 2018, ok. On était encore 4 employés à faire les municipalités. Tout ce temps-là, c'était 4 employés. Ouais, enfin c'était mon cofondateur et moi et 2 stagiaires pas payés là. Donc où est passé le million? Et donc sont encore là les stagiaires pas payés de ça? Non, on paye nos stagiaires, ils sont grassement payés. Ouais, mais ceux qui étaient là pas payés dans ce temps-là, oui, ils sont. Il y en a qui sont encore. Ouais, bien sûr. Donc ce qu'on a fait, c'est que donc là, ça commence à être les beaux jours de Potluck. Donc 2017, on doit faire, 500 000 de revenus, un truc comme ça. Donc, c'est assez, de toute façon, on se paye 2 salaires confortables, les bureaux, et puis après, il y a un peu des coûts, évidemment, des cost of goods sold. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on commence à faire croître la business sur real estate and retail, mais croître assez vite, là, ok? Et donc là, on lève en 2019, donc, une série A de 20 millions de dollars. Quand même. Basé sur... on ouvre en France aussi, pardon, j'oublie cet aspect-là. Mon associé, pour des raisons perso, parce que sa femme, il tombe amoureux d'une Française qui est médecin, donc elle peut rester qu'en France, donc lui, il rentre en France. Et donc là, on roule la business sur les 2 continents et on se fait un peu la guerre de qui, du Canada ou de la France, fait le plus de chiffre d'affaires. Et donc, on se met à signer ce qu'on appelle des foncières en Europe. Donc, c'est des gros chaînes de centres d'achat, si tu veux, partout en Europe, en Italie, etc. Donc, ça fonctionne super bien. Ok, et là on lève 20 millions, ronde qui est l'idée par Bright Spark. On a Desjardins qui rentre au capital, EcoFuel, IQ, je crois qu'ils sont en série A. Oui, ils sont rentrés en série A. Ouais. On en a 10, alors je sais plus qui est rentré quand. Fonds de solidarité FTQ. Non, ça c'est beaucoup plus tard. C'est 2023. Donc voilà, donc là on est en 2019, c'est la fiesta, tout va bien, ça monte, centre d'achat, études sur les centres d'achat, études sur le retail. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mars 2020, Covid. Et donc en fait, moi, mon business, alors c'était moins évident pour les gens qu'un Connect and Go, mais moi, mon business, il a disparu pendant le Covid. Complètement. Pourquoi? Parce que moi, je faisais des études, ce qu'on appelle de flux. Donc j'étudiais les gens, combien ils venaient, à quel point ils allaient en centre d'achat. Puis là, il y a plus personne qui magasinait. C'est simple, tu disais, ils sont tous chez eux. Voilà. C'est quand même un sondage assez simple à faire. Et donc là, on passe, donc pour vous donner les chiffres, parce que c'est intéressant, Q1 2020, on fait 700 000 de chiffre d'affaires. Ok. Q2 2020, 100 000.
Oh, tu mon vois, Dieu. donc tu sais, ça fait mal. Là, Ben, ok. tu perds 70% de ton chiffre d'affaires, 75%. Ouais, on divise là. par 7, c'est la catastrophe, quoi. Et là, donc, j'ai évidemment tous les investisseurs qui m'appellent, les banquiers, etc., qui me disent, Rodolphe, on fait quoi, là? Et je dis, bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on venait de lever beaucoup d'argent, c'était en juillet 2019, et que j'avais pas du tout brûlé tout le cash. Et là, la bonne nouvelle, je regarde le truc honnêtement, et donc, je me demandais s'il fallait on avait une 30 ou quarantaine de personnes, ok, à cette époque-là. Un peu en France aussi. Donc, en France, tu avais un truc qui s'appelait le chômage partiel. Donc, c'est plus compliqué. Le droit français, le droit du travail français est compliqué. Et donc, on regarde ce truc-là. Et moi, je regarde notre argent et je me dis, en fait, j'ai du runway, donc j'ai du cash pour quasiment 2 ans si je fais 0 revenu par mois et je maintiens tous les emplois. On pourra peut-être toucher là-dessus un peu plus tard, mais tu as toujours été proactif dans lever peut-être un peu plus que ce qu'il fallait pour être certain d'avoir un certain niveau de confort Un si jamais il y coussin avait un devant certain les coussin. jours. Après, on s'entend que personne ne savait qu'une pandémie mondiale Non, absolument, arriverait. absolument. Fait que c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne souvent Ouais. de lever un Prendre petit le peu plus. d'argent Ouais. possible. Ce qui est vrai et faux. On Parce a qu'il levé du faut pas oublier financement que- bancaire en même temps que la Série A. Donc c'est ça. Je pense Marge que de crédit avec des ouais, jardins. ouais. Et donc là, c'est un peu le bordel parce que bon, on se retrouve avec 0 revenu. Je suis plus entre 40 et 50 employés. Tout le monde me regarde. On fait quoi? Donc là, je dis, ok, bon là, ça va être un peu compliqué. Donc je dis à tout le monde, j'y vais en mode transparence totale. Je dis, regardez, sur le compte, il reste 17 millions, ok, par mois. Vous tous là, vous me coûtez 600 000 plus les loyers, etc. Je dis donc, on a 2 ans pour trouver et on va sortir de là, ok. Et donc là, Aucune mise à pied? aucune mise à pied, 0. Mais parce que j'avais de l'argent, hein, j'avais ce luxe-là. Et pareil, j'avais mes investisseurs. Je sens que les investisseurs, ils rangent un peu les compagnies dans va mourir, va pas mourir, tu vois. Et moi, je leur dis, bah écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai 2 ans de cash, donc va pas mourir. Hein, je vais. Non, pas parce que je vais être bon, parce que j'ai votre argent dans le Voilà, compte. j'ai de l'argent, va pas mourir, ne vous inquiétez pas. Et by the way, c'est dans ces moments-là, tu sais, on dit souvent que c'est quand la marée est basse, que tu vois ceux qui se baignent sans maillot, là, c'est à ce moment-là que tu vois un peu qui sont les. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous nos investisseurs étaient vraiment company friendly. Il y a personne qui a essayé de me faire un sale coup, tu vois, à ce moment-là. Alors que j'étais faible, hein. À ce moment-là, on pouvait vraiment. Il aurait pu me prendre faire- avantage, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Puis quand tu dis que tu étais faible, peut-être d'un point de vue légal, y a-tu des choses à se méfier avec les investisseurs? Dans un moment comme ça, est-ce que les investisseurs de Rodolphe auraient pu l'obliger à faire des coupures d'employés? Ben, pas nécessairement l'obliger. C'est certain qu'après, tu as les investisseurs qui sont au conseil d'administration, qui vont avoir leur mot à dire dans ces rencontres-là, la prise de décision. T'étais devenu minoritaire, Rodolphe, au niveau de cette ronde de financement-là, en termes de siège au conseil? Pas au niveau du siège au conseil. Après, Mais s'il aurait été seul au après, conseil. ils peuvent pas proactivement te forcer à faire de quoi. C'est certain qu'après, dans la documentation légale, il peut avoir des dispositions qui Droit de pourraient veto. le bloquer de faire certains trucs. Puis je pense que on l'a vu au fil des ans, ils ont toujours été assez supportive sur ta vision et ce que tu proposes. On n'a jamais eu vraiment de blocage sur quoi que ce soit. Mais c'est là peut-être qu'il y aurait pu... Il faut quand même faire attention parce que tu sais, t'as des investisseurs québécois majoritairement de ce que je comprends. Ouais. Tu sais, moi j'ai vu des venture cap américains, j'ai vu des compagnies durant On la le voit- pandémie on le- se faire l'utilisation des droits de veto. Ben, on le voit souvent. capable On le de voit souvent bloquer, dans un scénario, puis là, comme Rodolphe mentionnait, ils mettent un peu les compagnies dans la catégorie va mourir, va pas mourir. Ouais. Dans la mesure où ils vous auraient mis dans la catégorie va mourir, c'est là que tu vois qu'ils commencent à bloquer des trucs et essayent. Ils mettent dans les comptes essayent- spéciaux. Ben, ils c'est ça. mettent, Ben, ils essayent de un peu, de manière préemptive, préparer le tout à va mourir. Puis Donc, peut-être bloquer des trucs et, ouais. un conseil légal que je donne souvent aux jeunes entrepreneurs, c'est T'as pas tu sais, le droit de donner de conseils. T'as pas le droit de donner de conseils légal. La somme, comme entrepreneur, je pense qu'on peut donner des histoires de vie. Tu sais, je pense qu'on souvent les entrepreneurs vont énormément penser au montant. C'est combien d'argent je lève, combien ils me donnent, pour Absolument. combien de parts, mais à quel point les conditions. Parce que tu sais, Ouais. nous on avait reçu pas loin de peut-être une vingtaine de term sheets sur notre premier financement. Ah, Et le la fit avec réalité, les c'était investisseurs est énormément les ultra droits de important. veto. Tu sais, il y en avait certains qui donnaient des bonnes valos, mais je blaguais de dire qu'il allait falloir que je les appelle pour aller à la toilette. là. C'est comme, OK, est-ce que je peux aller à la toilette? Oui, merci. Des Donc, fois, c'est un peu plus important. compliqué. Chez les institutionnels, il y a un roulement Aussi. de gens, mais Mais oui, de regarder les effectivement, conditions, Le parce fit que- avec les investisseurs est Ça me ultra, fascine ultra qu'ils appellent important. pas ça des droits de veto, c'est des droits de gestion contrôlée. Exact. C'est toujours, fait que Ouais. toujours chercher ça. Ouais. Fait que t'as eu la chance, puis on les connaît bien, Bright Spark, on a fait un épisode au Dérangeant avec eux. C'est des entrepreneur friendly qu'on appelle. Ouais. C'est des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans les fonds, donc ils te supportent. Puis l'équipe se met en mode recherche ou se met en mode on teste.
C'était quoi l'ambiance dans les bureaux? Alors, donc l'ambiance dans les bureaux, et puis tu sais, je cite Bright Spark, mais Ça en veut dire gros... qu'il y avait personne dans les bureaux du Si, moi j'y allais parce que je venais d'avoir un jeune bébé, je pouvais pas rester à la maison. On était tous les deux au bureau. Donc j'allais au bureau tout seul, j'avais le droit, j'étais dans ma bulle, tout seul au C'est bureau. vrai. Et on cite Bright Spark, évidemment, c'était le lead de la série A, mais tous nos partenaires financiers, et notamment la banque, moi je travaille avec CIBC maintenant, c'est public information, notamment parce que j'ai vu ce jour-là que donc ils avaient une offre sur la table pour nous. Ils ont maintenu l'offre malgré le 700 à 100 000 et donc ça m'en a dit très très long sur et donc c'est pour ça que je travaille avec eux. Donc ça m'a permis quand même de voir qui était La vraie solide, nature. la vraie nature des gens, quoi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, hasard total, pareil. En décembre 2019, donc 3 mois ish avant la pandémie, on s'était fait approcher par Roland Berger. Vous voyez ce que c'est? Roland Berger, c'est un gros cabinet de conseil allemand, là, c'est un gros machin. Et il nous avait vu à une foire d'entrepreneuriat en France. Et il nous avait dit, OK, votre technologie, elle est super là sur des zones de chalandise contrôlées. Est-ce que vous seriez capable de faire une étude, mais à l'échelle d'un pays? Okay. Donc pas juste autour d'un point géographique, mais à l'échelle d'un pays. Et donc ils étaient venus nous voir pour un truc très spécifique, c'était les Vietnamiens immigrés en France de 2e et 3e génération. Quelle est la proportion de bouffe vietnamienne versus de bouffe française qu'ils mangent? Pourquoi? En fonction des régions et tout. C'est tellement niché, Ouais, c'est ultra super niché, intéressant. Et donc pour savoir si au bout de 2-3 générations, tu manges que des croissants ou si tu manges encore... J'imagine que ça s'applique, ça s'extrapole à d'autres groupes d'immigrants Bien sûr, également. plein de groupes d'immigrants partout dans le monde, etc. Mais en l'occurrence, ils avaient un mandat avec, à mon avis, une boîte qui faisait de la bouffe vietnamienne pour la France. Et donc on se dit bon bah regarde, pareil, on appelle un PPP, paradis des prunes perdues, on envoie un truc à 50 000, ils nous disent go, donc on se dit bon bah on va tester, et ça marche super bien. Et donc on fait comme ça 2 mandats pour Roland Berger, perdu au milieu de tout ce qu'on faisait pour les centres d'achat, on fait 2 consulting, ok, 2 firmes de consultation. Et donc là on est en mars 2020, faut se réinventer, ok. Moi j'ai que des anciens qui travaillent, tu sais, des anciens agents d'immeubles commerciaux qui travaillent dans donc tout le monde fait que du real estate chez moi. Et donc là, je dis, vous savez quoi? On fait all-in sur firme de consultation. Ok. Donc là, du jour au lendemain, tout le monde dit quoi? Mais nous, on travaille avec Cadillac Fairview, et là, il faudrait qu'on travaille avec le Boston Consulting Group, McKinsey, ça n'a aucun sens. Et on dit si, c'est ça qu'on va faire. Et donc là, donc je vous donne les chiffres parce que c'est intéressant, et puis en plus c'est passé, donc je peux vous le dire. Q1 2020, 700 000 de chiffre d'affaires. Q2 2020, 100 000. Q3 2020, 700 000. Q4 2020, 1,5 million. Oh my God. Ok, en ayant complètement pivoté la business vers des firmes de consultation. Et en fait, on s'est rendu compte que notre technologie de sondage géolocalisé, tu pouvais retirer le mot géolocalisé, notre technologie de sondage, elle marchait, elle était cool et elle n'était pas forcément limitée à une zone géographique. Ok. Et donc là, on est sur notre itération actuelle, donc là, on est fin 2020. On fait à peu près 1,6 million de chiffre d'affaires, je crois. Et donc depuis, dans les 3 dernières années, on a fait x20. Sur les firmes de conseil. Et donc aujourd'hui, Potluck, c'est une compagnie, donc c'est une plateforme de sondage. Okay, on sert toutes les plus grandes firmes de sondage au monde, donc McKinsey, BCG, Bain, KPMG. Peut-être des noms québécois, tu dois travailler avec Léger, ce type de personnes-là? Non, parce que c'est vraiment les firmes de consultation. Donc, alors Léger, on peut être partenaire sur des mandats parce que eux ils font du service conseil. Ouais. Nous, c'est vraiment une plateforme tech. Mais c'est principalement les firmes, vraiment les cabinets de conseil. Tu vois, les Big Four et puis même, tu sais, KPMG, etc., qui ont tous des bras de consultation. C'est très recurring parce que là, tu te colles vraiment sur des grands joueurs qui t'envoient des mandats. C'est ça. Et alors, donc là, les gens réalisent pas à quel point c'est gros. Je vous prends juste ce qu'on appelle les MBB. Donc, McKinsey, Bain, BCG. Chacune de ces boîtes dépense plus de 500 millions en sondage par an. Oh mon Dieu. Pour te donner une idée. C'est un marché gigantesque. Et donc, tu signes ce qu'on appelle des Master Service Agreement. Global, tu dois passer au travers du procurement, du data security, data integrity, data privacy, blablabla, avant qu'un jour, t'aies quelqu'un chez McKinsey au legal qui te dise, c'est bon, vous, tous les consultants McKinsey worldwide, vous pouvez utiliser Potluck. Et là, ça explose. Ouais, et là, ça explose. Puis du point de vue légal, Marc, dis-moi donc, là, à ce stade-ci, si on n'est plus en start-up, on peut plus pivoter, là. Ben, ça devient plus difficile, là. Avec les Master Services Agreement, avec eux, si demain vous décidiez de, je sais pas, faire quelque chose de retourner dans le real estate. Retourner dans le real estate, ça serait un peu plus compliqué à ça. Je pense qu'on fait des micro-pivots. On fait des micro-pivots. Tu vois, nous, on a fait même chose que toi, 0 million de chiffre d'affaires en 2020, dépasser le 10 millions cette année en 2024, récurrent. Fait que un peu moins vite, toi t'as 20. Nous, mais tu sais, quand on le regarde et quand on présente ça à des VC, effectivement, ils font wow, ok, vous êtes parti de 0 très très rapidement à ça. Tu vois, on était dans les parcs familiaux, ce qu'on appelle les Family Entertainment Center. On vient de se rendre compte qu'on n'a pas 100% le bon produit.
On va plus aller dans les zoos, les aquariums. Fait qu'on fait encore des pivots de marché. Ouais. On est encore en train de se chercher, mais c'est des pivots qui demandent quand même. À FEC, on a peut-être mis 500 000 ou 1 million de développement pour adapter notre plateforme. Encore une fois, et je pense que c'est là les vrais entrepreneurs, c'est de prendre la décision difficile de dire, hey, on a mis 1 million là-dedans, on y croit pas. On s'était lancé dans le ski. Puis on recommence. On a commencé à analyser le marché du ski, puis dire, hey, marché en consolidation, de moins en moins de gens qui vont, réchauffement climatique, c'est pas le futur, on arrête le ski. Donc, on continue de pivoter, mais c'est plus des pivots complets de modèles d'affaires, mais ça reste que je pense que la business va pivoter toute sa vie. Et probablement qu'encore une fois, le inbound, un client, un McKinsey qui va dire, hey, si tu ferais ce petit truc-là de plus, ça te donnerait des millions de plus en récurrent, va amener des idées et à pas devenir le gros paquebot. Parce qu'en réalité, tu deviens le paquebot quand tu deviens stable, quand tu arrêtes de bouger. Confortable. Donc, je pense que tu dois continuer à pivoter continuellement, mais je suis d'accord que on ne pourrait pas, nous, par exemple, abandonner le secteur des parcs d'attractions qu'on fait aujourd'hui, comme tu ne pourrais pas dire, OK, bye les firmes de consultation. Et puis au fil du temps, ben là, c'est de phase out tout ce qui se passait avant, tout l'ancien modèle d'affaires. Puis évidemment, les employés qui étaient rattachés à ça antérieurement, il y en a certains qui vont quitter, il y en a d'autres qui vont être réaffectés. Donc, il y a toutes sortes de questions, droit de l'emploi aussi, qui sont rattachés à ça. T'as-tu dit qu'il y a des clients du passé de ton côté, Rodolphe, qui te supplient de continuer? Parce que moi, j'ai eu ça, des clients. On a un client aujourd'hui qui continue à nous payer sur notre vieille plateforme de 4 ans. On lui a fait signer des papiers. Je sais même pas si on a le droit, mais on a fait signer des papiers en disant qu'on ne garantissait rien, qu'on supportait plus la plateforme. Mais il a comme tout signé tellement qu'il, lui, il a besoin de ce qu'on faisait avant. Il est dépendant de ça. Il est dépendant parce que c'est un spa. Et ça ouvre ses casiers. Ouais. Ça permet de... Fait que lui, il est comme si tu m'enlèves ça, mes casiers ouvrent plus. Tu sais, I'm fuck. Ouais. Je comprends pas. T'as-tu des clients comme ça? Parce que moi, je suis surpris à quel point ces clients-là, souvent, on sent un peu mal parce que t'as l'impression qu'un peu, je pourrais leur dire, ben, donne-moi 1 million, puis ils me donneraient le million parce qu'ils ont tellement besoin de moi. Puis ils vous ont supporté pendant une période de temps qui était difficile. Ouais, absolument. Nous, effectivement, on a fini ce phase-out, toi, Marc, qui suit bien le business, le 1er janvier 2024, tu vois. Mon Dieu. Donc ça vient tout juste. Ça vient tout juste de finir, ok? 0 client du passé. 0 client du passé. Mais on en avait 400, donc il a fallu pendant 3 ans qu'on les phase out, les 400. La grosse différence pour rentrer un tout petit peu plus loin, c'est que quand on faisait des centres commerciaux, du retail, on faisait les analyses. Tu sais, on disait lancer une gamme de vêtements pour enfants, blablabla. Alors que quand on vend aux consultants, c'est leur job des consultants, c'est de faire l'analyse. Donc là, on ne fait plus que vendre une plateforme. Donc il y avait une partie service conseil chez Potluck qu'on a tenue pendant longtemps. On avait 70 personnes qui faisaient ça. Quand même. Aboli complètement. On a fini de complètement abolir au 1er janvier. Où on a été tech enabled, donc pendant longtemps. Nous à l'interne, on se servait de notre propre tech pour faire du service conseil. Et maintenant, on donne la tech à des gens qui font le service conseil. Donc, on est pure tech. Mais ça nous a pris 10 ans. Ouais, vraiment intéressant. Ouais. Puis, j'ai envie qu'on joue un petit jeu pour terminer l'épisode. Messieurs, je vais vous donner des noms d'entreprises. Et, parce que tu l'as bien mentionné, il y a des micro-pivots, il y a des évolutions et il y a des pivots. Je pense qu'on l'a bien vu, c'est que dans le cas de Potluck, c'est un pivot, carrément, plusieurs pivots. Dans le cas de Connect & Go, c'est des pivots. BlueHF aussi a fait un pivot. Ouais, BlueHF à la base, c'était un avocat de gros bureau qui voulait partir son hedge fund. Donc, c'était Blue Chip Hedge Fund, BlueHF. Oh. Au fil du temps, il s'est rendu compte que ses services étaient peut-être un peu plus en demande en tant qu'avocat. Donc, c'est devenu un bureau d'avocat par la suite. Donc, un micro-pivot. Hedge Fund, ouais, qui est exact. BlueHF, le nom avait assez de reconnaissance qu'on a décidé de le garder. On se fait souvent poser la question, pourquoi ce nom-là? Ça fait une petite ode au passé. Donc, et ça montre que les pivots, c'est pas juste dans la tech. Exact. C'est souvent, tous les modèles. C'est le boucher doit pivoter aujourd'hui, l'épicier doit pivoter aujourd'hui, tout le monde doit pivoter parce que les choses changent. Et tu vois, c'est pas une question qu'on rentrera parce que ce serait un épisode, mais à quel point je pense que les cabinets légaux vont devoir pivoter avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. J'ai fait dernièrement une transaction, vendu une entreprise en faisant 80% de la documentation par l'IA, en faisant réviser mes documents par mon cabinet d'avocat. J'ai économisé 74 000 $ sur la soumission initiale. Puis on essaie de rester à l'avant-scène de ça. Là. Ça va être des pivots. J'ai des rencontres cette semaine avec différents fournisseurs de services. C'est peut-être ce qui va vous transformer versus les grands cabinets. Parce que moi, tu vois, j'ai l'impression que les grands cabinets, ils vont devoir faire des conseils, des discussions de 3 ans pour commencer. On parlait du gros paquebot. Je veux dire, nous, notre agilité va nous permettre de prendre des décisions sur ces différentes solutions-là. Probablement plus rapidement que les plus gros cabinets. Donc, c'est drôle ce que tu dis sur le nom, juste en une phrase. Parce que nous aussi, on a gardé notre premier nom. Exact. Et Potluck, ça avait du sens, le côté communauté, quartier et tout. Aujourd'hui, on fait de la data pour les cabinets de conseil, on s'appelle Potluck. Mais bon, c'est trop tard. Mais il y a de la reconnaissance, pourquoi changer? Voilà, exactement. Allons-y. Première entreprise, je veux vous entendre de votre connaissance, puis ça veut dire ce que ça veut dire, Twitter.
Est-ce que Twitter est issu d'un pivot, est issu d'un micro-pivot? Multiples pivots de l'histoire que j'ai eue, surtout depuis qu'Elon Musk l'a repris. On peut appeler ça victime d'un auto dans le mur. En fait, Twitter s'appelait Odeo avant. C'était une plateforme de microblogging pour des podcasts. Et finalement, que c'est avec Apple qui s'est lancé dans le podcast, ça a tué leur business et ils sont devenus du microblogging, point à la ligne. Donc ça, d'après vous, pivot, micro-pivot, évolution? Ouais, pivot. Pivot. Ils sont pivot, adaptés, ouais. ils sont adaptés c'est un pivot aux évolution, réalités, là. un peu comme C'est Potluck. ça, exact. Ouais. C'est toujours resté sur un cœur de métier qui est un peu le data, le sondage, le feedback, mais ça reste quand même un pivot en disant qu'ils ont changé de marché d'une certaine façon. Netflix est parti, en fait, c'était du postage. Ouais. Tu postais De les DVD. DVD. Ouais. Et finalement, c'est devenu de la consommation en ligne. Absolument. C'est pour moi pivot, majeur, majestueux, Ouais. magnifique. Ouais. Le livre, d'ailleurs, du fondateur de Netflix, qui s'appelle Reid Hoffman. Reid Hoffman, It Will Never Work. Tout le monde lui disait, ça marchera jamais, mais personne ne l'avait fait. Donc, comment tu fais pour le savoir? Très bon livre. Slack est issu, en fait, c'est un jeu. C'est une compagnie qui s'appelait Tiny Speck qui fabriquait un jeu qui s'appelait Glitch. Et ils se sont rendus compte que leur plateforme de Ça communication va communiquer. interne pour fabriquer le jeu était plus haute que le jeu lui-même. Ah ouais. Donc, Ils ont abandonné la partie qui fonctionnait moins. exact. Ouais. Mais un peu Pivot, comme tu disais, parfois développer des outils internes Ouais. peut devenir un business. Il y en a beaucoup que ça a été des spin-offs, donc des gens qui ont dit « Ok, j'ai créé une entreprise. » Je pense à Mourad Belbachir qui Des fois, a sans lancé le vouloir. Work, WRK. Beau, que tu connais Ouais, bien je sûr connais, aussi. c'est un Ouais. investisseur. Moi aussi, Ouais. Beau, c'est un peu la même chose. C'est en fait, il avait fait quelque chose, c'est Sweet IQ, qui a réussi dans la vente à dire ça, j'aimerais ça le garder. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu Work, qui a fait un des Carve-out. plus gros seeds funding à Montréal. Fait que Ouais. parfois aussi, à l'intérieur de ce que tu fais, des fois, il y a une petite pépite que tu pourrais repartir par la suite. Et si Slack était un studio de jeux vidéo, on peut dire pivot là. Mais ça, le prochain est intéressant, puis on pourrait se laisser là-dessus. Pinterest. Pinterest, en fait, c'était une plateforme qui était pour les... Il n'y a pas le nom. Pour les photographes. Donc, c'était d'avoir ton blog de photographe déjà préformaté. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était hijacké par une clientèle qui était les femmes qui allaient se marier. OK. Et ils ont décidé d'embrasser cette communauté-là plutôt que de rester vers les photographes, d'aller vers les femmes mariées, et c'est devenu Pinterest. Ça revient un peu, c'est similaire à Potluck dans le sens où c'est du inbound, c'est l'écoute. une clientèle inbound. Puis Pour moi, ça, c'est micro-pivot. Ouais. C'est peut-être pas un pivot complet, c'est juste, c'est du fine-tuning, un peu Ouais. comme le dernier pivot qu'on pourrait dire. Tu as vu un segment de marché beaucoup plus payant. Mhm. Avec la même tech. Avec la même tech. On a le dernier. Instagram. Instagram s'appelait Bourbon avant, qui était une application de check-in pour dire « je suis ici Un Foursquare, là. Ah, ok. Foursquare, ouais. ». Ouais, Et- ça a beaucoup changé. Ouais. Et donc, tu t'envoyais une photo de toi qui était « je suis ici Ouais. ». Et donc, là, c'est devenu Instagram finalement. On remarque que beaucoup des household names qu'on connaît ont pivoté. Ouais, et on connaît pas beaucoup les histoires. Exact, précédentes, derrière, d'ailleurs. ouais, C'est effectivement. c'est ça, l'histoire efface complètement. Écoute, parce qu'on est un podcast et on se gâte et on n'a aucune structure. YouTube, Tune in Hookup, c'était ça le vrai nom. C'était une dating app que tu uploadais une Ok. vidéo de toi Makes pour voir si quelqu'un. Donc c'est devenu YouTube. Fait qu'on voit en fait que c'est vraiment les grandes sociétés ont embrassé le pivot aujourd'hui. Puis toi, tu pourrais dire que Connect & Go est beaucoup plus solide aujourd'hui grâce à ce pivot-là. Ouais. Je sais même pas si c'est un pivot, tu vois. Moi, j'appelle ça une nouvelle compagnie. T'as carrément détruit. Parce que 100% des gens sont nouveaux. 100% du marché est nouveau. 100% du code est nouveau. Il y a rien, en fait, du passé. La réalité, il y a le nom. On a profité du brand et de la reconnaissance de la marque, du name dropping des Jeux Olympiques et du Super Bowl de ce qu'on a fait dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle compagnie. C'est même un défi parce qu'après 10 ans aussi, 11 ans cette année, quand même la fatigue de la première histoire qui te suit pour relancer une nouvelle histoire. Mais pour moi, c'est un peu comme si on avait refondé une nouvelle business. Puis toi, si c'était à refaire, Rodolphe, le ferais-tu exactement de la même façon? Ah oui, 10 fois. Moi, j'ai mon métier de rêve. Hein. Je travaille avec mon meilleur ami, avec que des gens que j'admire dans mes équipes. C'est super intéressant quand on travaille avec McKinsey pour les programmes de décarbonisation de l'Arabie Saoudite. Tu sais, on a un impact important sur le monde là. Donc, je trouve ça super. Ouais, non, je suis
très content. Je referai ça 10 fois. Je pense que je vais faire ça toute ma vie, de toute façon. Donc, Rodolphe Barrère, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des dérangeants. merci. Marc Flood, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Avec plaisir. Donc, si on veut plus d'informations sur Potluck, sur Blue HF, vos sites web, potluck.com, j'imagine. Exactement. bluehf.com. bluehf- blue-hf.com. également. Très bon cabinet d'avocats pour le domaine du startup, le financement, le corp. Ouais, et le M&A aussi. On a un petit groupe de M&A qui s'est développé dans les dernières années. Donc c'est notre prochain axe. Ben, c'est là-dessus que je vous vois le plus. Donc, je peux dire que bel impact. Dominique Gagnon, merci beaucoup. Merci. Puis, sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci à vous. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les Dérangeants.